Maître Thibaut de Montbrial qui vient nous rejoindre. Je vous donne juste un tout petit peu les coulisses de ce qui se passe. Ne croyez pas que ce soit pour l'esthétique que l'on a un machin noir dans l'oreille, c'est aussi pour maîtriser la pendule, pour faire évidemment les gros yeux à tous les intervenants qui pourraient se sentir tellement à l'aise et qu'ils nous feraient 2 heures au lieu d'une. Voilà. Et donc ça me permet juste de dire aux copains qui sont derrière l'oreille que je ne les entends pas parce qu'en fait l'oreillette est complètement coupée depuis 10 minutes. C'était juste une manière de le dire. Donc si ça déborde, moi j'ai la journée, je ne suis pas sûr que vous l'ayez. C'était juste pour dire en régie voilà, que je ne les entendais pas et je suis sûr qu'on va trouver une solution dans quelques instants. Thibaut de Montbrial, vous êtes avocat au barreau de Paris. On feuillette ensemble ce pacte 2012. La deuxième proposition, c'est l'impunité zéro pour les atteintes aux personnes et aux biens. Alors moi, l'impunité zéro, ça fait longtemps que j'en entends parler. Est-ce que ça marche? Écoutez, historiquement, ça a déjà marché au moins une fois. C'était à New York dans les années 90. Il y a un maire qui a été élu sur un programme très dur en matière pénale. Il s'appelait Rudolph Giuliani. Oui. Et en 1994, il a dit « Je vais faire baisser de moitié l'insécurité ». Et il a engagé un programme qui est connu aujourd'hui sous le nom de tolérance zéro, ou autrement appelé le programme de la vitre brisée. Le principe était très simple. Lorsqu'une vitre est brisée, il faut la remplacer tout de suite, parce que si vous ne la remplacez pas tout de suite, ceux qui l'ont brisée se sentiront donner un blanc-seing pour casser un certain nombre de vitres suivantes. Alors transposé en matière judiciaire, ça a donné la chose suivante. À chaque fois qu'un délinquant était interpellé, qu'une infraction était causée, le délinquant devait être interpellé et condamné le plus sévèrement possible pour qu'il sente la réponse sociale et qu'il se remette dans le droit chemin et qu'il arrête la délinquance. Et en 7 ans, baisse de 30 à 60% des crimes et des délits et relance économique et touristique de la ville de New York. Donc oui, ça peut marcher. Alors comment est-ce que cet exemple vous inspire et a inspiré cette deuxième proposition du pacte 2012 de l'Institut pour la justice? Écoutez, moi j'ai 18 ans d'expérience comme avocat pénaliste, le plus souvent aux côtés de victimes dans des dossiers parfois très lourds, également aux côtés de fonctionnaires, de police, de gendarmerie. Et je fais aujourd'hui un constat professionnel qui est le suivant. Il existe un véritable décalage entre d'une part les victimes, alors que vous soyez victime d'atteintes aux biens, les atteintes aux biens c'est toujours désagréable, même une petite atteinte sur votre voiture c'est désagréable, mais c'est souvent même traumatisant. On sait le traumatisme que peut constituer un cambriolage. Pour les atteintes aux personnes, c'est pas la peine d'épiloguer, c'est au minimum traumatisant et souvent insupportable, et on parle là de vie brisée, et chacun comprendra bien ce que je veux dire. Toujours du même côté de ce décalage, vous avez les services de police. Les services d'enquête font ce qu'ils peuvent, se dévouent, sans compter leur temps, leur peine, parfois mettent en jeu leur vie physiquement. Et de l'autre côté, puisque je vous parle d'un décalage, vous avez la réponse judiciaire qui est parfois bien, il ne faut pas évidemment généraliser, mais trop souvent, on ressent, lorsqu'on est avocat de victime, avocat de fonctionnaire, eh bien, une réponse qui est parfois dépassée, parfois inappropriée, avec parfois une espèce de réticence. On dit oui, mais l'autre, il a quand même des excuses, etc. Et il y a une incompréhension croissante. Je voudrais vous donner un chiffre, ce n'est pas la matinée des chiffres, mais un chiffre important, c'est le taux de réponse pénale. Qu'est-ce que c'est que le taux de réponse pénale? C'est la statistique par laquelle le ministère de la Justice explique que dès lors que le parquet est saisi de faits, eh bien, il y a une réponse avec un résultat judiciaire. Officiellement, le taux de réponse pénale en France est de 88%. C'est-à-dire que sur 100 infractions constatées, eh bien, il y en a 88 qui donnent lieu à une réponse de la justice. Mais quand on gratte les chiffres, quand on mouline, on arrive à un constat. Si on enlève les délits routiers qui concernent plus de la moitié des chiffres, eh bien, vous avez 40% seulement des faits constatés qui vont à une audience qui conduit à une condamnation, et 60%, c'est-à-dire plus de la moitié, eh bien, qui vont à ce qu'on appelle des alternatives aux poursuites, le plus souvent un rappel à la loi, qui fait que l'auteur est convoqué, qu'on lui dit c'est pas bien. Surtout, il ne faut pas recommencer. Mais il n'y a pas de condamnation et il n'y a pas de casier judiciaire. Alors ça part d'un bon sentiment, mais ce n'est pas compris. Et l'insécurité ressentie par les citoyens et par les policiers qui voient ressortir les gens qui viennent les narguer, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Mais ça veut dire que les 60% dont vous nous parlez là à l'instant, ce sont des faits de moindre importance. Alors, j'aimerais pouvoir être d'accord avec vous. Je vais malheureusement plonger dans l'actualité récente. Je lisais dans Le Parisien d'avant-hier un article. Alors, je suis désolé, je vais vous lire 10 lignes. Ça vaut mieux qu'une longue plaidoirie ou qu'un long discours. Il s'agit de déclaration de l'avocat de la famille du jeune Alexandre qui est mort au début de la semaine dernière dans des conditions atroces que tout le monde connaît, brûlé dans un bois par des jeunes de son âge. Alexandre était déjà tombé dans un guet-apens. 2 garçons, dont l'un qui est aujourd'hui mis en examen pour son assassinat, l'avaient violemment attaqué. Voilà ce que dit la famille. C'était un déchaînement de violence, il l'avait frappé à coups de casque, de pied, il se trouvait inconscient à terre, etc. L'avocat dit la chose suivante, l'avocat,
La réponse pénale nous avait paru pour le moins légère. Alexandre avait eu un traumatisme crânien, le nez et une dent cassée. Les auteurs âgés de 16 ans n'avaient écopé que d'un simple rappel à la loi par délégué du procureur. Et mon confrère en tire 3 conclusions qui sont terribles à entendre aujourd'hui. La première, c'est quand on en arrive à des violences d'une telle ampleur, cela justifie un autre traitement judiciaire. La deuxième, c'est si ce garçon, le garçon qui avait participé au fait l'année dernière, avait été enfermé, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et la troisième conclusion qui est édifiante, un passage devant le juge des enfants aurait sans doute contribué à faire prendre conscience aux garçons, mais surtout à leurs parents, qu'il ne s'agissait pas de quelque chose d'anodin. Je crois que ça répond à votre question. Alexandre a été abattu, exécuté et son corps brûlé la semaine dernière. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses alors, maître, quand vous nous dites tout ça il y a un boulot monstrueux. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, l'Institut pour la justice, sur ce thème, a 2 grandes pistes de réflexion qui me paraissent des pistes de très bon augure. La première, c'est d'améliorer la façon dont la police et la justice peuvent travailler ensemble. Vous savez, ce sont des maillons d'une même chaîne. Les premiers sont en amont et le résultat en aval. Eh bien, les policiers aujourd'hui, les enquêteurs, souvent sont un petit peu découragés de voir que leur labeur aboutit à un traitement si inadapté. Là, encore une fois, pas toujours. Hein, je pointe ce qui ne va pas, il y a des choses qui vont. Mais c'est tout de même un sentiment récurrent et on l'entend souvent. Chez certains magistrats, là encore pas chez tous, il y a une vision parfois dogmatique de la société, une vision angélique d'un certain nombre de réalités. Et l'une des choses qu'on pourrait imaginer, je sais que ça se fait à l'école de la magistrature, mais on pourrait peut-être réitérer de temps en temps, c'est qu'une nuit ou 2 nuits, peut-être par an, eh bien, des magistrats montent dans des voitures de brigades anticriminalité, aillent tourner avec les bacs, comme on dit, aillent un peu sur le terrain pour voir ce que c'est que la réalité, non seulement la réalité du terrain, mais peut-être aussi dans les commissariats pour accueillir les victimes. Parce qu'une victime qui arrive devant le tribunal, ce n'est pas la même chose que la victime qui arrive 10 minutes après avoir été violentée et dans un état de choc que chacun connaît. La deuxième piste, c'est pour qu'il y ait une réponse pénale, pour qu'on répare ce fameux carreau brisé aussitôt après, selon l'image, l'analogie new-yorkaise. Eh bien, c'est une idée que développe l'Institut pour la justice, c'est que même dans le cas des alternatives aux poursuites, dans le cas où il y a une réponse pénale qui n'est pas judiciaire, eh bien, l'auteur, quand on vient lui dire le fameux « c'est pas bien » et lui tirer l'oreille, il soit assujetti à un droit fixe. Ça ne peut pas être une peine, parce que ce serait une condamnation. C'est pour ça que je dis un droit fixe, pardon, c'est un petit peu technique, mais de quelques centaines d'euros, ce qui est une somme significative qui lui ferait sentir qu'il y a eu une réponse et qui ne lui ferait pas sentir qu'en fait il s'en est tiré et qu'il lui fasse penser, ce qui est le pire, c'est qu'il a été plus fort que le système. Merci. Alors, pour conclure, peut-être 2 évidences je vous en prie. pour souligner, pour les candidats qui vont s'exprimer tout à l'heure, pourquoi, d'ailleurs le nombre de signataires des pétitions de l'Institut pour la justice l'illustre, pourquoi c'est vraiment une question qui est une question clé lors des futures échéances électorales qui s'annoncent. C'est que d'abord, le droit à la sécurité, c'est le droit à l'une des toutes premières libertés. On ne peut pas profiter des libertés dans une démocratie si on ne se sent pas en sécurité. Et la deuxième, et je rebondis sur ce qu'a dit Stéphane Maître à l'instant, ce qui est essentiel, c'est qu'il ne s'agit pas de dire droit des victimes, vengeance, etc. C'est tout l'inverse. Lorsque le citoyen, dans le pacte social, accepte de déléguer la sécurité, la sienne, celle de ses proches, celle de ses biens, lorsqu'il accepte de ne pas la défendre, pardon de l'image, mais à coups de fusil, mais de laisser le choix de cette défense, la tâche de cette défense à la société, c'est une société civilisée, eh bien, il faut qu'il ait confiance dans la manière dont la société va rendre cette justice. Et pour ça, il faut qu'il soit entendu. Xavier Bébin, l'impunité zéro, deuxième proposition. L'impunité zéro, c'est évidemment quelque chose qui paraît naturel, et pourtant quand on l'entend, ça n'est pas tellement. L'impunité zéro, c'est une exigence criminologique, parce que le sentiment d'impunité conduit à la récidive. Mais c'est aussi une exigence pour le sentiment d'équité de nos concitoyens. Et là, je voudrais me faire le porte-voix des citoyens que j'ai rencontrés à travers toutes les réunions publiques. On a eu beaucoup de retours sur un thème, c'est que beaucoup de citoyens ne comprennent pas pourquoi la tolérance zéro, elle ne s'applique que sur les routes, qu'à eux, et pas aux délinquants, au vol, au vandalisme et aux violences. C'est pour ça que vous insistez là-dessus dans le pacte 2012, évidemment. Merci beaucoup. On remercie aussi Thibaut de Montbrial qui était avec nous pour cette deuxième proposition du pacte.